Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jacques Chiron pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la commission d'enquête sur le rôle des acteurs financiers dans l'évasion des capitaux nous a permis de prolonger le travail du Sénat sur l'évasion fiscale. Après une première commission d'enquête qui avait, en 2012, précisé l'ampleur de ce fléau, tout en proposant de nombreux outils pour le maîtriser. Au terme de 6 mois d'audition d'une cinquantaine de personnalités diverses issues des secteurs de la banque, de la finance, des institutions financières et de la régulation, nous avons rendu en octobre dernier un rapport qui recense les opportunités d'évasion des capitaux permises par le fonctionnement de la finance et formule 34 propositions, une nouvelle fois adoptées à l'unanimité. Et je veux en profiter pour remercier le rapporteur et le président de la commission pour leur écoute de chacun d'entre nous qui a permis cette unanimité. Ces propositions que nous avons adoptées visent à combler les lacunes dans la gouvernance des systèmes de contrôle existants, à développer la supervision des institutions et à élargir le champ d'intervention des autorités judiciaires. Comme l'intitulé de notre rapport le rappelle, notre objectif est de mieux connaître pour mieux combattre. Notre première mission, pour être efficace face à l'opacité de la circulation des richesses, est donc de remporter la bataille de l'information. La complexité des infrastructures financières et la fragmentation des espaces de souveraineté ne facilitent pas la tâche, nous l'avons tous dit. Par rapport à nos travaux de 2012, il est donc nécessaire d'affirmer notre diagnostic et de porter une attention particulière sur les liens entre la finance, ses acteurs, ses produits et l'évasion des capitaux. Parmi les 34 propositions que nous formulons, je souhaiterais, comme je l'ai déjà fait lors du débat relatif aux conventions internationales, insister sur la proposition numéro 18, celle consistant à instaurer un FATCA européen. Les mesures prises au niveau national sont indispensables, mais insuffisantes face à un phénomène financier qui dépasse largement les frontières. Je salue néanmoins le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière que nous avons voté en parallèle de nos travaux. Elle va permettre de renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude, notamment en donnant des moyens nouveaux à l'administration, même si quelquefois on pense qu'ils ne sont pas encore assez importants, et je souscris à cette constatation, notamment en donnant à l'administration fiscale et à l'autorité judiciaire, qui seront toutes deux dotées de nouveaux outils juridiques leur permettant de mieux détecter les anomalies et les fraudes potentielles, de surmonter l'hostilité ou l'inertie des acteurs récalcitrants et de sanctionner plus sévèrement. La décision du Conseil constitutionnel, vous l'avez dit avant moi, qui, même si elle a reconnu le critère d'une amende calculée en pourcentage, que ce calcul n'est pas en lui-même anti-inconstitutionnel, affaiblit, c'est sûr, la lutte contre la fraude des personnes morales. Mais seule la généralisation à l'échelle européenne d'un dispositif efficace peut permettre de franchir une nouvelle étape décisive, en obligeant les banques ou les États à procéder à un échange automatique et exhaustif d'informations fiscales, sous peine d'une retenue à la source de leurs flux financiers. Nous pourrions alors réellement faire reculer le secret bancaire tout en facilitant le travail de l'administration fiscale. En effet, cette dernière est parfois dépourvue face au manque de collaboration de certains pays qui ne répondent pas à nos demandes de renseignement. Et notre collègue a bien insisté concernant la Suisse. Suite à nos auditions, nous avons également appris que même certaines banques attendent la généralisation de l'échange automatique d'informations. L'instauration d'un FATCA européen ne doit pas se limiter à la généralisation d'une clause d'échange automatique par la révision des directives européennes sur l'épargne de 2003 et sur la coopération administrative de 2011. Au sein de la commission d'enquête,
il est proposé d'aller plus loin et d'étendre la communication des informations bancaires à toutes les banques du monde ayant une présence en Europe, sous peine d'une retenue à la source de leurs bénéfices. Cet accord devra cette fois se faire sans sursis, sans période dérogatoire et dans les mêmes termes entre tous les États. La force de l'Union à 27 permettrait ensuite de négocier une convention fiscale, notamment avec la Suisse, à la hauteur des standards internationaux et non en ordre dispersé, comme les accords Rubik bilatéraux voulaient le faire. L'Union européenne a jusqu'ici été trop tolérante à l'égard de pays qui bloquent les tentatives de levée du secret bancaire et qui sont pour certains des refuges accueillants pour les grands groupes industriels et leur optimisation fiscale. C'est notamment le cas du Luxembourg, voisin, concernant les leaders mondiaux de l'économie numérique, tant pour la TVA d'ailleurs que pour l'IS. Je note néanmoins que ces derniers mois, de très nombreux signaux encourageants dans l'évolution des mentalités et la coopération internationale arrivent. Sous l'effet de la crise financière et bancaire, qui a mis en évidence le caractère plus que jamais inadmissible de l'incivisme fiscal des particuliers et des entreprises. La lutte contre l'évasion fiscale internationale est depuis plusieurs mois présente à l'ordre du jour des principales instances de décision à l'échelle mondiale et européenne. En premier lieu, l'échec des accords Rubik montre que le seuil de tolérance face à la politique d'opacité financière, notamment en Allemagne ou au Royaume-Uni, a largement évolué dans le bon sens. Les pays du G8 réunis en juin, tout comme ceux du G20 réunis début septembre à Saint-Pétersbourg, ont réaffirmé avec force leur souhait commun de mettre en place l'échange automatique d'informations fiscales. Une échéance fixée à la fin 2015 a même été régulièrement citée. Après les premières petites avancées de pays comme la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg concernant le secret bancaire ou encore la directive épargne, c'est un nouveau pas en avant vers la transparence et l'équité fiscale qu'il nous faut vraiment, je dirais, forcer. Par ailleurs, je me réjouis que le G20 a pris en compte les recommandations de l'OCDE relatives à la taxation des multinationales, notamment dans le domaine numérique, qui peuvent aisément se soustraire à l'impôt. Enfin, l'Union européenne avance également à petits pas vers la révision de la directive épargne et a adopté une directive bientôt effective qui renforce la coopération administrative entre États. Confronté, comme la plupart de nos partenaires européens, à l'exigence de redressement de nos comptes publics, notre pays a pris toute sa part dans ce mouvement pour faire revenir sur son territoire les ressources qui lui sont dues. Nos représentants ont porté à l'échelle européenne et mondiale cette ambition de justice et d'équité qui peut permettre à terme de faire disparaître le secret bancaire et faire reculer massivement les pratiques d'évasion et d'optimisation. Au plan interne, si le gouvernement a mis en place 60 mesures fortes au sein d'un projet de loi volontariste que nous avons voté, il faut également noter que la circulaire du mois de juin dernier, prise par le ministre délégué au budget Bernard Cazeneuve, a permis en 4 mois d'augmenter significativement le nombre de dossiers de régularisation. C'est près de 8 500 fraudeurs, c'est le dernier chiffre que j'ai entendu, soit plus du double que lors des 4 années précédentes, qui se sont présentés auprès de l'administration fiscale. Conséquence directe des mesures gouvernementales, cela traduit la peur qui se développe face à la pression nationale et internationale, face aux mailles d'un filet qui chaque jour se resserre. Cela montre que la tendance s'inverse. Là-dessus, je suis sûrement plus optimiste que les précédents orateurs. Donc cela montre que la tendance s'inverse, que les efforts engagés insécurisent les fraudeurs et introduisent le doute entre le rapport risque encouru et bénéfices escomptés. Chers collègues, les taux se resserrent, mais la bataille, naturellement, est loin d'être encore gagnée.
Un certain nombre des 61 propositions que nous avions formulées lors de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale internationale en 2012 ont été mises en oeuvre. D'autres sont à l'étude. Je souhaite qu'à nouveau notre voix soit entendue, que nos propositions soient traduites dans la législation et dans nos appareils de contrôle. Le Sénat est pleinement dans son rôle de surveillance, de contrôle et d'évaluation dans cette mission au service du pays, un pays dans lequel chacun souhaite que la justice fiscale existe et dans lequel chacun doit contribuer, en fonction de ses moyens, à la solidarité nationale. Enfin, j'en conclurai ainsi, je me réjouis de l'émergence nette d'un consensus national qui se dégage au-delà des sensibilités politiques, comme en témoigne l'unanimité de nos 2 rapports, pour qu'enfin le monde de la finance soit mieux encadré. Face à l'urgence de redresser nos comptes publics, face à l'évasion, face au blanchiment, face à l'opacité du système financier, nous ne réussirons que si nous sommes unis, prêts à souligner les efforts de ceux qui sont en responsabilité et qui agissent, prêts à écouter ceux qui font des propositions utiles, notamment au Parlement, pour améliorer l'efficacité de nos dispositifs de lutte. Merci.